Selon la correspondance privée de la maison, conservée dans les registres de la famille Ashcroft datant de l'automne 1814 et découverte intacte dans l'aile, et scellée du manoir environ 2 siècles plus tard, les événements suivants se sont déroulés non pas comme une légende, mais comme un fait documenté. « Donnez-moi la fille dont personne ne veut », dit le duc de Ravensmere. La pièce ne devint pas simplement silencieuse, elle cessa, dans un sens fondamental, de respirer. Lady Harriet Pemberton, l'aînée, la belle, celle dont le portrait avait été reproduit dans au moins 3 miniatures, et dont le nom était apparu dans les chroniques mondaines de tous les journaux de Londres au printemps précédent, se tenait au centre du salon des Pemberton dans une robe de soie jonquille très pâle, et elle prit la couleur des rideaux derrière elle, c'est-à-dire qu'elle devint blanche. Le vicomte Alderton, son fiancé depuis 4 mois, et l'homme qui avait commandé 2 de ses miniatures à des frais personnels considérables, cligna des yeux si lentement que cela en était presque majestueux. Lady Pemberton, leur mère, posa sa tasse de thé en porcelaine de Wedgwood avec un bruit semblable à une petite catastrophe contenue. Et puis, tous les regards dans la pièce, ceux de la mère, de la sœur, du vicomte, des tantes rassemblées, se tournèrent vers le coin près de la bibliothèque où Eleanor Pemberton, âgée de 22 ans, était assise très immobile, un tambour à broder sur les genoux et son aiguille suspendue au milieu d'un poing. Elle ne bougea pas, elle ne parla pas, elle ne respirait pas, selon toute apparence visible. Le duc de Ravensmere, sa grâce Edmund Calder, le 7e duc, âgé de 34 ans, maître de Thornmere Hall et de 12 000 acres dans le Devonshire, un homme dont l'expression n'avait pas varié de manière perceptible depuis au moins 1809, regarda Eleanor avec ce genre d'attention particulière que l'on accorde à un document que l'on a d'abord rejeté et que l'on reconsidère à présent. Il était arrivé à Pemberton House sans s'annoncer, avait refusé tout rafraîchissement, décliné un siège et avait fait sa déclaration dans les 4 minutes suivant son entrée dans la pièce. Il était, selon tous les témoignages de l'époque et par la suite, un homme totalement indifférent aux conventions qu'il était en train de démolir. « Je vous demande pardon », dit Lady Pemberton d'une voix si soigneusement contrôlée qu'elle en vibrait. « Je ne pense pas que vous m'ayez mal entendu, » dit le duc. « Je suis au courant de l'arrangement entre votre fille et Alderton. Je ne suis pas ici pour le contester. Je suis ici pour l'autre. » Le souffle de Harriet se bloqua de manière audible. Ce n'était pas, à en juger par son expression, de chagrin. Eleanor posa son tambour à broder. Elle le posa avec la même précision minutieuse qu'elle appliquait à la plupart des choses. Doucement, sans histoire, à la place qui lui revenait. Puis, elle regarda le duc de Ravensmere pour la première fois de leur histoire commune de 20 minutes, à travers une salle de bal 2 semaines auparavant. Et elle ne dit absolument rien, ce qui était, comme les événements allaient le prouver, la réponse tout à fait appropriée. Ce que personne dans cette pièce ne comprenait encore, ni la mère avec son arithmétique sociale, ni Harriet avec son soulagement d'être épargnée, ni même le duc lui-même avec ses attentes impitoyablement gérées, c'était que Eleanor Pemberton s'était préparée précisément à ce genre de moment pendant toute sa vie sans histoire. Pas au mariage avec un duc, pas à cela spécifiquement, mais à l'exigence particulière qu'elle reste calme quand tous les regards se tournaient vers elle comme si elle était un problème à résoudre plutôt qu'une personne à qui s'adresser. Elle s'exerçait à la maîtrise de soi depuis l'âge de 7 ans, lorsqu'il était devenu évident pour la première fois que Harriet était le soleil de la famille, et Eleanor, par défaut, l'ombre en dessous. Elle n'était pas laide, exactement. La description qui s'était attachée à elle, répétée dans les salons, murmurée derrière les éventails,
offerte comme consolation et excuse à parts égales, concernait moins l'apparence que le contraste. Harriet flamboyait. Éléanore existait, tout simplement. Les cheveux de Harriet avaient la couleur d'un bon vin du Rhin à la lumière des bougies. Ceux d'Éléanore étaient d'un brun plus discret, toujours proprement coiffés, jamais remarquables. Harriet avait les grands yeux sombres de leur mère et la taille de leur père. Éléanore avait des yeux gris, un visage plus étroit et une qualité d'immobilité qui faisait oublier à la plupart des gens qu'elle était présente dans une pièce. Jusqu'à ce qu'elle dise quelque chose qui leur fasse regretter de ne pas avoir prêté plus d'attention. Elle était de taille moyenne, svelte sans être délicate, avec le genre de posture qui ne venait pas des leçons d'un maître de danse, mais d'un refus habituel de se faire plus petite pour accommoder l'aisance des autres. Ses mains étaient sans gants pour le moment, et légèrement tachées d'encre à l'index droit, ce qu'elle ne cachait pas. Le duc de Ravensmere, à son honneur, fut la seule personne dans la pièce qui parut remarquer l'encre. Puis-je demander, dit Éléanore, quand le silence se fut prolongé au point où même sa mère semblait prête à le briser. Ce que vous entendez par le mot vouloir, ce n'était pas un défi, à proprement parler. Sa voix était égale, basse, et ne portait rien du courage théâtral que le moment aurait pu suggérer. C'était plutôt une question sincère posée par une femme habituée à la précision. Un contrat, dit le duc. Un arrangement légal. Un mariage. Il fit une pause. Le fiancé de votre sœur a des intérêts financiers liés aux miens. Consolider l'arrangement familial était séduisant. J'ai besoin d'une épouse qui gérera Thornmere Hall sans avoir elle-même besoin d'être gérée. On m'a informé que vous en étiez capable. Informé par qui ? Demanda Éléanore. L'expression du duc ne changea pas. Par le notaire de votre défunt père. Il vous a décrite comme celle qui dirigeait réellement la maison après la maladie de votre père. Lady Pemberton émit un son qui n'était ni une confirmation, ni un démenti. Il n'avait pas tort, dit Éléanore. Elle regarda le duc fixement, sans expression particulière que l'on pût interpréter comme de l'espoir, de la peur ou de la vanité. Et qu'apportez-vous à cet arrangement, votre grâce, au-delà d'un titre et d'une adresse dans le Devonshire ? Les tantes rassemblées retinrent leur souffle comme un seul être. Le duc, à la surprise de presque toutes les personnes présentes, resta silencieux un instant. Il regarda Éléanore avec l'attention précise d'un homme qui a posé une question et qui reçoit maintenant une réponse inattendue. « Que demandez-vous » dit-il. « Un accord clair, » dit Éléanore, « avant que je n'accepte quoi que ce soit. » Elle avait été élevée pour s'attendre à une chose. Elle en reçut une autre. Les fiançailles furent annoncées dans les 2 semaines. Harriet se terra dans sa chambre pendant 3 jours, en émergea avec les yeux rouges et son calme retrouvé, et ne parla pas à Éléanore pendant 2 semaines. Ce qui fut, il faut le noter, la plus longue période que les 2 sœurs eurent passée dans un silence total depuis qu'Éléanore avait corrigé le manuel de latin de Harriet, à l'âge de 12 ans, et avait été récompensée par une brosse à cheveux jetée à la figure. Lady Pemberton organisa un petit dîner, fit plusieurs remarques acerbes sur des développements imprévus et réserva ses plus chaleureuses félicitations pour la future alliance de Harriet avec le vicomte Alderton, ce qui, comme elle le rappelait à Éléanore à chaque occasion possible, était, après tout, le mariage attendu. Éléanore ne dit presque rien de tout cela. Elle avait un mariage à préparer et une maisonnée à comprendre. Et elle avait de plus la clarté particulière d'une personne qui a passé sa vie entière à être ignorée et qui, par conséquent, a appris à tout voir. Thornmere Hall s'offrit à elle en novembre à travers la vitre d'une calèche embuée par sa propre respiration, alors que 4 chevaux gris la tiraient
le long d'une allée bordée d'ormes dépouillés de leurs feuilles. La lande au-delà s'étendait plate et pâle, sous un ciel couleur d'étain. Et le manoir lui-même s'en élevait comme quelque chose qui avait toujours été là, autour duquel la lande avait simplement poussé. De la pierre sombre, 4 cheminées, des fenêtres qui captaient la faible lumière de novembre et la retenaient sans chaleur. Éléanore le regarda sans commentaire pendant un long moment. Puis elle dit, à personne en particulier, il faut refaire les joints sur l'aile est. L'intendante, une certaine Madame Blenkirk, qui servait la maison depuis 21 ans et dont l'opinion sur la défunte duchesse, partie 4 ans plus tôt d'une fièvre, était lisible sur son visage à tout moment sans qu'elle dise un mot, observa l'évaluation silencieuse d'Éléanore et ne changea pas d'expression. Mais lorsqu'Éléanore descendit de la calèche, tendit la main sans cérémonie et posa des questions sur les comptes de la maison, l'expression de Madame Blenkirk changea d'environ 1 degré, ce qui équivalait, sur son visage, à une chaleur considérable. Le duc n'était pas à la résidence lorsqu'Éléanore arriva. Il était attendu dans 3 jours. Elle passa ces 3 jours à parcourir chaque pièce de Thornmere Hall. L'odeur en était immédiate et particulière. L'encaustique, à la cire d'abeilles si ancienne qu'elle s'était incrustée dans le grain de chaque surface en chêne, la fumée froide des bougies d'une 12aine de lustres inutilisés, la pierre et l'humidité des pièces fermées contre l'automne du Devonshire. Éléanore s'y déplaça méthodiquement, pièce par pièce, allumant les lampes elles-mêmes lorsque les valets de pied étaient occupés, prenant des notes dans le petit carnet en cuir qu'elle portait dans la poche gauche de son manteau. Les cuisines manquaient de personnel. Le toit de l'aile avait une fuite à la 4e fenêtre, exactement comme elle l'avait soupçonné. La bibliothèque, cependant, la bibliothèque était magnifique. 3 étages, une galerie avec une rampe en fer forgé, des volumes reliés en cuir pressé épaule contre épaule du sol au plafond, fleurant la poussière et la permanence. Elle se tint au centre de celle-ci le 2e matin, regarda la lumière tombant par les fenêtres à claire-voie et ressentit pour la première fois depuis son arrivée quelque chose qui n'était pas simplement du calcul. Au moment où le duc de Ravensmere arriva le 3e soir, Éléanore avait parlé à chaque membre principal du personnel de maison, identifié les 3 problèmes d'entretien les plus urgents, autorisé le remplacement d'un cadre de fenêtre pourri à partir du compte de la maisonnée sans attendre d'en recevoir l'ordre, et lut 40 pages des registres du précédent intendant, qui étaient en grande partie incompréhensibles et, à 2 endroits, soupçonnait-elle, inexacts. Il la trouva dans le bureau. Elle ne l'attendait pas avant le matin. Elle était au bureau avec les registres de l'intendant ouverts devant elle, une lampe à sa main gauche, ses cheveux coiffés sans sa formalité habituelle du soir, parce qu'elle ne s'attendait pas, en vérité, à être observée. Elle leva les yeux lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte, et elle ne se précipita pas, ni ne s'excusa. « Votre grâce, dit-elle. Le toit de l'aile est à une fuite. J'ai pris des dispositions pour qu'un maçon vienne le matin. J'aurai besoin de votre signature sur ce transfert de compte, si vous le voulez bien. » Il se tint un moment dans l'encadrement de la porte dans son manteau de voyage, tenant toujours ses gants. Il avait passé, à tout point de vue, un long moment dans la calèche. Il regarda Éléanore comme si elle était un code qu'on lui avait remis dans une langue qu'il croyait connaître. « Vous n'avez pas attendu, dit-il. Il ne semble y avoir aucune raison de le faire, dit Éléanore. Si vous préfériez que je ne fasse rien, je suis prête à entendre pourquoi. » Il traversa jusqu'au bureau, lut le transfert de compte, le lut vraiment, nota-t-elle, au lieu d'y jeter un simple coup d'œil, et le signa sans commentaire. Puis il resta debout à la lisière de la lumière de la lampe, baissant les yeux vers les registres ouverts. « Vous avez trouvé les inexactitudes de Fenwick, dit-il. À 2 endroits, dit Éléanore. Je voudrais revoir l'année entière avant d'en être sûre. Fenwick a été l'intendant pendant 9 ans, dit le duc. Cela explique peut-être pourquoi personne ne s'en est rendu compte.
dit Eleanor sans inflexion. Il resta silencieux un instant. Puis il dit, sans expression particulière, « Bonne nuit, Miss Pemberton. » Et puis, après une pause d'environ 4 secondes qu'Eleanor ne comprit pas, il se corrigea. « Lady Ravensmere. » Et puis il fut parti. Et Eleanor baissa les yeux sur les registres et comprit qu'elle ne dormirait pas avant un certain temps. À la fin de la saison, puis à Noël, et ensuite lors du long et humide mois de février 1815, Eleanor accumula certains faits sur le duc de Ravensmere de la même manière qu'elle accumulait la plupart de ses connaissances. Par l'observation plutôt que par l'interrogation. Il était par exemple un homme qui ne parlait pas au petit déjeuner à moins qu'on ne lui adresse la parole, mais qui était capable, à l'occasion, d'un esprit sec et inattendu qui arrivait sans cérémonie et disparaissait avant même que l'on puisse décider si l'on devait être surpris. C'était un homme qui avait lu tous les livres de la bibliothèque et se souvenait du contenu de la plupart d'entre eux. Il avait été, avant le titre et avant ce qui s'était passé avec la femme dont le portrait avait été retiré de la longue galerie, le crochet vide au-dessus de la cheminée parlait de lui-même, un homme capable de rire. Madame Blennkirk le mentionna une fois, prudemment, puis n'en parla plus jamais. Il était également, découvrit Eleanor, un homme qui avait l'habitude d'entrer silencieusement dans les pièces et d'observer ce qu'il y trouvait avant de se faire connaître. Elle le surprit à le faire 2 fois. La première fois, elle était dans la cuisine, en train de consulter le cuisinier au sujet des menus du dîner de l'aile sud. Les manches retroussées, de la farine sur son poignet gauche, là où elle avait aidé à démontrer une technique de pâtisserie qu'elle avait apprise du cuisinier de son père dans le Sussex. Le duc se tint dans l'encadrement de la porte pendant 3 secondes avant qu'elle ne le remarque, juste assez longtemps pour que quelque chose traverse son visage sans qu'elle puisse tout à fait le saisir. Il ne dit rien au sujet de la farine. Elle ne dit rien au sujet de la farine. Le sujet de la farine ne fut jamais abordé entre eux. La deuxième fois, elle était dans la bibliothèque. Elle avait gravi les escaliers de la galerie pour récupérer un document du domaine de Thornmere, datant de 1763, que Madame Blennkirk croyait être rangé sur les étagères supérieures, et le document se trouvait précisément là où il devait être. Mais pour le descendre, il fallait l'échelle de la bibliothèque. Et l'échelle de la bibliothèque, comme Eleanor le découvrit, avait tendance à glisser sur le rail supérieur à moins de s'agripper au montant extérieur. Elle était à mi-chemin, le document coincé sous le bras, lorsqu'elle s'aperçut qu'il se tenait en bas, les 2 mains légèrement levées, ne tendant pas vraiment les bras, pas tout à fait, mais près. Elle descendit la distance restante sans incident, descendit du dernier barreau et lui tendit le document avec une parfaite équanimité. Il le prit et ne dit rien pendant un instant. Ses mains, remarqua-t-elle, n'étaient pas tout à fait retombées le long de son corps. « L'échelle glisse, dit-il. Elle glisse depuis 11 ans. Je suis consciente de l'ironie de la chose, dit-elle. Je la ferai réparer, dit-il. Oui. Ce qui suivit n'aurait été visible pour aucun observateur occasionnel. Ce ne fut visible, en fait, pour personne d'autre que Madame Blennkirk. Et cela uniquement parce que Madame Blennkirk avait passé 21 ans dans cette maison, à regarder un homme construire des murs à un rythme que la plupart des gens considéraient comme un exploit architectural plutôt qu'une réponse émotionnelle. Ce qui suivit fut, dans le vocabulaire de Thornmere Hall, presque exubérant. Il commença, petit à petit, à être présent au dîner plutôt que de se contenter d'occuper une chaise au bout de la table. Il posa des questions, une fois, au sujet de l'affaire Fenwick, et quand Eleanor lui expliqua ses conclusions, 2 comptes transférés sans relevé de dépenses correspondants, un 3e avec une date d'entrée antérieure aux travaux qu'il était censé couvrir. Il s'adossa et dit,
avec le ton particulier d'un homme à qui l'on a donné raison dans un soupçon qu'il avait rejeté comme peu charitable. Je m'en doutais, mais je ne pouvais pas le démontrer. Les chiffres refusaient de rester immobiles pour moi. Ils se tiennent tranquilles différemment lorsque le bien-être de l'homme est l'objectif plutôt que le salaire. Eleanor se tut. Il la regarda à travers la table à manger. « Oui, dit-il, encore. J'imagine que c'est le cas. » C'était, dans le lexique du duc de Ravensmere, une déclaration. Harriet arriva en mars avec le vicomte Alderton et une voiture de voyage contenant 6 malles et une quantité de fourrures qu'Eleanor n'avait jamais vues auparavant et qu'elle ne pouvait expliquer. Elle venait, expliqua-t-elle à Eleanor dans le hall avant que toute autre salutation n'ait été échangée, parce que la saison londonienne était encore à 3 semaines et que la maison du cousin du Hampshire s'était révélée d'un ennui insupportable, et parce que Thornmere Hall était, disait-on, extraordinaire, et qu'elle souhaitait le voir par elle-même. Elle ne dit pas qu'elle souhaitait voir Eleanor par elle-même. Eleanor le nota. Elle était toujours belle, comme elle l'avait toujours été. Elle était aussi, remarqua Eleanor avec une lucidité qui n'avait rien à voir avec de la méchanceté, quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant, un peu tranchante sur les bords. Le vicomte était agréable et largement absent. Il montait à cheval, mangeait et n'exprimait aucune opinion conséquente. Harriet se déplaçait dans Thornmere Hall avec l'énergie particulière d'une femme cataloguant ce qui ne lui avait pas été offert. « C'est plus petit que ce que j'avais imaginé, » dit Harriet à propos du salon principal, qui mesurait 40 pieds de large. « C'est une bonne taille, » dit Eleanor. « Et la bibliothèque est froide en hiver, j'imagine. » « J'ai fait reconstruire le foyer sur le mur sud, » dit Eleanor. « Il tire bien maintenant. » Harriet sourit, ce qui avait toujours été son geste le plus fiable, et qui signifiait, à divers moments, tout et n'importe quoi. Vous vous êtes vraiment installé comme chez vous. C'est chez moi, dit Eleanor sans animosité. Si quelqu'un avait regardé attentivement, il aurait pu voir le moment précis où le duc de Ravensmere, qui se tenait à l'extrémité de la pièce avec un verre de vin qu'il n'avait pas bu, et avec l'immobilité particulière d'un homme qui prêtait en fait une attention aiguë, tout en ayant l'air de contempler le portrait au-dessus de la cheminée, devint très immobile. Harriet resta 2 semaines. Au cours de ces 2 semaines, elle géra mal environ 11 choses. Elle commanda trop chez le marchand de vin sans consulter Eleanor, créant un litige de facturation qu'Eleanor résolut en une seule lettre. Elle réorganisa la disposition d'un petit salon qui nécessita 20 minutes à restaurer. Elle suggéra 2 fois au dîner, avec la prudence de quelqu'un qui a réfléchi à la façon de dire une chose et a décidé que le dîner était le lieu approprié, que la suite nord était mal éclairée et qu'il faudrait peut-être reconsidérer son orientation, ce qui ne fut pas le cas et ne se fit pas. Elle demanda à 3 occasions distinctes, en présence d'Eleanor, si le duc avait trouvé la gestion du domaine tout à fait conforme à ce qu'il avait anticipé. « Tout à fait, » dit le duc à la 3e occasion. Il ne regarda pas Harriet en le disant. Il regarda Eleanor. Le matin du 13e jour de la visite, Eleanor se rendit à la bibliothèque à l'aube, comme elle pris l'habitude, et y trouva le duc déjà présent. Il se tenait à la fenêtre, un volume fermé à la main, regardant la lumière grise du Devonshire tomber sur la lande. La pièce sentait la fumée froide de bougies et la cire d'abeille, et légèrement le thé qu'elle avait elle-même monté. Il ne parut pas surpris par son arrivée. Il se tourna et la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue auparavant, et qu'elle ne parvenait pas tout à fait à nommer, et dit sans préambule : « Elle essaie de démontrer que vous n'êtes qu'une servante compétente, que la gestion de cette maison est un service rendu plutôt qu'une vie construite. » Eleanor posa son livre. « Je suis consciente de ce qu'elle fait, » dit-elle. « Et je n'ai pas l'intention de lui faire l'honneur d'en être blessée, » dit Eleanor.
Elle est ma sœur. Elle a cru, lorsque vous êtes venu à Pemberton House, qu'elle avait été écartée au profit d'une chose de moindre valeur. Elle avait tort. Mais je comprends pourquoi elle l'a cru. J'ai toujours été la chose de moindre valeur. Dans chaque pièce où elle entrait, elle restait silencieuse un moment. Je ne lui reproche pas l'instinct, je lui reproche la méthode. Le duc garda le silence. Il posa très soigneusement le volume sur le rebord de la fenêtre. Ce qu'Éléanore avait fini par comprendre être ce qu'il faisait lorsque quelque chose avait de l'importance. La femme sur le portrait, dit-il enfin, celle que j'ai retirée de la longue galerie. Elle s'appelait Lady Clarissa Vale. Il dit cela sans expression visible, ce qui était la façon dont il disait les choses qui lui coûtaient le plus. Elle était très belle. Elle menait également, comme je l'ai découvert quelque 14 mois après nos fiançailles, un arrangement parallèle avec un baronnet d'un titre considérablement inférieur et d'un revenu immédiat considérablement supérieur. Elle m'en a informé elle-même. Elle considérait cela comme une explication raisonnable. Il fit une pause. Elle n'avait pas tort sur le fait que c'était une explication, mais seulement en supposant que je la trouverais raisonnable. Éléanore ne dit rien, ne broncha pas et ne combla pas le silence avec des consolations. Elle avait appris au cours de ces mois que les silences du duc n'étaient pas des invitations à être réconfortées. « Je me suis fait un contrat après cela, » dit-il. « Pas de beauté, pas de performance, seulement ce qui pouvait être démontré, ce qui ne se briserait pas sous l'inspection. » Il regarda Éléanore avec la particularité d'un homme qui a décidé, après un long moment, d'arrêter d'être prudent. « Vous êtes la première personne dans cette maison depuis très longtemps à avoir demandé ce que j'exigeais. Vous êtes également la première personne qui ne s'est pas comportée différemment lorsque vous croyiez que je ne regardais pas. Vous regardez presque toujours, » dit Éléanore. « Oui, » dit le duc, « c'est vrai. » Par la fenêtre de la bibliothèque, la lande s'étendait, grise et immobile, et les dernières gelées matinales se dissipaient sur la bruyère. Et quelque part dans l'allée, une porte s'ouvrit, et la voix de Harriet s'éleva brièvement, puis retomba. Éléanore et le duc de Ravensmere se tenaient dans le silence de la fumée froide des bougies de la bibliothèque, et se regardaient avec l'honnêteté particulière des gens qui ont cessé de prétendre qu'il ne se passe rien. « Je voudrais, » dit le duc, « recommencer. Quoi que j'ai dit dans le salon des Pemberton, quoi que j'ai sous-entendu par la manière de le demander, ce n'était pas l'intégralité de mon intention. » « Quelle était l'intégralité de votre intention ?» dit Éléanore. Il resta silencieux pendant un long moment. Un homme, pensa-t-elle, qui choisit ses mots avec le soin de celui qui ne les choisit pas à la légère. Trouvez quelqu'un qui soit vrai, dit-il, dans une maison qui, depuis quelques années, contenait très peu de choses qui l'étaient. Éléanore le regarda fixement. « J'aimerais, dit-elle, que nous soyons vrais si vous êtes prêt à ce que cela implique. Je ne suis pas certain de savoir ce que cela implique, dit-il. Je suis prêt à le découvrir. » Elle lui offrit sa main, dégantée, tachée d'encre à l'index, qu'il prit avec le même soin qu'il avait mis à poser le livre, sans cérémonie, sans hâte, avec une attention absolue. Harriet partit le lendemain matin, prétextant un engagement à Bath. Elle étreignit brièvement Éléanore près de la calèche et lui dit que la maison lui convenait, qu'elle en était heureuse et que la suite nord était, à son avis, toujours mal éclairée. Éléanore la remercia avec sincérité et regarda la calèche descendre l'avenue des Ormes jusqu'à ce que la brume l'engloutisse. Le duc se tenait à son épaule gauche. « Elle redeviendra elle-même à la saison prochaine, » dit-il. « Elle a toujours été elle-même, » dit Éléanore. « C'est un peu ça le problème. » Il resta silencieux un moment. « Vous n'êtes pas en colère contre elle ? » « Je l'ai été pendant longtemps, » dit Éléanore. « J'en suis surtout fatiguée maintenant,
et j'ai d'autres choses pour m'occuper. Comme une échelle qui glisse encore, dit-il. Entre autres choses, dit Éléanore. À la saison de 1815, lorsqu'ils prirent la maison Thornmere à Londres pour les mois de printemps, et qu'Éléanore apparut en société pour la première fois, non pas comme une fille Pemberton, non pas comme la fille quelconque, non pas comme l'ombre à côté de la lumière, mais comme Lady Ravensmere, duchesse de la 7e création, en soie ivoire, les cheveux coiffés par une femme de Bruton Street et les saphirs de Ravensmere à la gorge. Un certain nombre d'observateurs notèrent que l'expression du duc, qui avait été fidèlement décrite depuis environ 1809 comme suggérant un homme qui trouvait le contenu du monde globalement décevant, avait changé. Pas de façon spectaculaire, pas d'une manière qui aurait été visible pour un observateur occasionnel, mais visible néanmoins pour quiconque prêtait le genre d'attention qu'Éléanore accordait aux pièces et aux visages, et aux choses que font les hommes lorsqu'ils se croient à l'abri des regards. Il se tenait à côté d'elle dans la salle de bal de Harrogate, et son expression était, selon les critères considérables de cet homme, chaleureuse. « Il nous dévisage », dit doucement Éléanore. « C'est vrai, » dit le duc. « Cela vous préoccupe-t-il » Il examina la question avec le sérieux approprié. « Ce qui me préoccupe, » dit-il, « c'est que la soirée sera longue, que la musique sera médiocre, que vous serez très sollicité, et que je serai obligé d'échanger des banalités avec Alderton, qui a 3 opinions et les répète à intervalles réguliers. » Il fit une pause. « À part ça, non. » Éléanore serra les lèvres pour retenir un sourire et perdit légèrement la bataille. « 3 opinions, c'est 2 de plus que la plupart des gens, » dit-elle. « Un grand éloge, » dit le duc. Et puis, parce qu'il était un homme qui, ayant décidé d'être quelque chose, l'était désormais pleinement, il lui offrit son bras et elle le prit. Et ils entrèrent dans la salle de bal de Harrogate. Et la salle remarqua collectivement, comme le font les salles, que Lady Ravensmere n'était pas ce que quiconque avait imaginé que le 7e duc acquérait, et que le 7e duc ne semblait pas, de toute évidence, souhaiter autre chose. Lady Harriet Pemberton, qui était également présente ce soir-là dans une robe orange brûlée qui, à vrai dire, ne convenait pas à la lumière des bougies, observa l'entrée de sa sœur avec un éventail pressé contre ses lèvres et une expression que le vicomte Alderton décrivit plus tard, avec une précision inhabituelle, comme compliquée. Elle ne dit rien directement à Éléanore, mais elle observa, tout au long de la soirée, avec l'attention minutieuse d'une personne qui révise une conclusion de longue date. Et elle fut observée à 2 reprises par des témoins indépendants, en train de décliner des invitations à dire du mal de sa sœur, ce qui était, pour Harriet, une forme de progrès. La vérité, lorsqu'elle fut pleinement révélée, vint silencieusement. Elle vint, en fait, dans une lettre de Lady Pemberton à Éléanore, écrite en mars 1816, qui commençait par reconnaître, avec le vocabulaire laborieux d'une femme qui avait organisé sa vie autour des perspectives d'une fille, et découvrait maintenant que l'autre avait arrangé bien plus, que l'on parlait de Thornmere Hall, avec une véritable admiration dans tout le comté, que la réfection des joints de l'aile avait été remarquée par l'association historique du Devonshire, que la correction des comptes de Fenwick avait entraîné le recouvrement d'une somme que Lady Pemberton eut le tact de ne pas nommer, et qu'il lui avait été suggéré lors d'un dîner à Londres par une femme de grande envergure que Lord Ravensmere était considéré comme l'un des hommes les plus satisfaits de ses connaissances, ce qui était remarquable pour un homme de sa réputation antérieure. Éléanore lut la lettre dans la bibliothèque, dans le fauteuil qu'elle avait fini par considérer comme le sien, avec l'odeur riche de l'encaustique à la cire d'abeille du parquet en chêne autour d'elle, et la fumée froide de bougies à peine présentes dans l'air. Puisque les lustres étaient allumés et que le foyer tirait bien.
et que la maison était, à tout point de vue, chaleureuse. Elle la lut 2 fois, puis elle la posa sur le bureau à côté du registre qu'elle était en train de réviser. Elle s'assit un instant et laissa la lettre signifier ce qu'elle signifiait. Le duc la trouva là, comme il le faisait souvent, à la lueur de la lampe, avec un livre ou un registre et ses pensées. Il s'assit en face d'elle, sans cérémonie, ce qui était une chose qu'il avait apprise d'elle, et c'était la meilleure des choses qu'il avait apprises. Il ne posa pas de questions sur la lettre. Il dit « Le maçon a trouvé une 2e fuite sur le parapet nord. »« Je sais, » dit Éléanore. « Je lui ai déjà écrit. »« Bien sûr que vous l'avez fait, » dit le duc. Son expression, selon ses critères, était radieuse. Que Dieu aide cette maison si vous deviez jamais vous arrêter. Éléanore le regarda à travers la largeur de la bibliothèque, à travers la lueur de la lampe sur le registre et la lettre. Et 11 mois d'une vie qu'elle n'avait pas imaginée et à laquelle elle ne renoncerait pas maintenant. Et elle dit, avec la précision particulière d'une femme qui en dit moins qu'elle ne le pense, seulement lorsqu'elle gère une pièce, « Je n'en ai pas l'intention. » Et elle ne le fit pas. Les registres en témoignent à leur manière minutieuse au fil des années qui suivirent. Les comptes de Fenwick réglés, l'aile et rejointoyée, l'échelle de la bibliothèque enfin réparée, le parapet nord scellé contre la pluie du dévent. Thornmere Hall prospéra. Les familles qui avaient rejeté Éléanore Pemberton comme la fille de moindre importance, l'ombre, celle dont personne ne voulait, découvriraient au cours de la génération suivante que le duc et la duchesse de Ravensmere avaient construit quelque chose dans ces terres gris-brumes du Devonshire qui perdurait à la manière singulière des choses faites sans hâte et sans prétention, minutieusement depuis les fondations, avec les yeux clairs d'une femme et un homme enfin prêt à être vu. Les lettres trouvées dans l'aile et scellées contenaient cela aussi, dans les marges des comptes de la maison, d'une écriture qui n'appartenait à aucun d'eux et qui devait être celle de Madame Blenkerk. 2 mots, soulignés, datés de l'hiver 1815. Il était temps.